Bonjour à tous, chapitre 3, acides, bases et réactions chimiques. Pour commencer le plan du cours, en 1, on verra le lien entre ce qu'on a déjà vu, le pH et les ions du chapitre 2. En 2, on verra quelques exemples de transformations chimiques liées aux acides et aux bases. Et en 3, les règles de sécurité au laboratoire. Alors, déjà, on va parler des ions hydrogène et hydroxyde. Dans l'eau pure, les molécules d'eau réagissent spontanément pour donner deux molécules ioniques, selon l'équation que vous avez ici. La molécule H2O va donner un ion HO- et un ion H+. Vous voyez que, en fait, il y a un hydrogène qui part d'un côté ou d'un autre. Ici, vous avez à gauche la molécule d'eau, un oxygène, deux hydrogènes. Vous voyez que ici, on a un seul hydrogène et un atome d'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'ion hydroxyde, HO-. Et à droite, vous voyez qu'on a un petit hydrogène qui est parti de la molécule d'eau, qu'on appelle l'ion hydrogène, et qu'on note H+. Donc HO- et H+, sont les deux ions les plus importants pour ce qui est des acides et des bases, et ils apparaissent spontanément dans l'eau. Les acides et les bases, on les a utilisés depuis très longtemps, par exemple dans le vitriol, dans la chaux et dans pas mal d'autres exemples. Et en 1903, le chimiste Arrhenius a reçu le prix Nobel pour, entre autres, avoir dit que les acides ou les bases, ça dépendait en fait de la concentration en ion H+, et en ion HO-. Mais il a fallu attendre 1909 pour que le chimiste Sorensen invente le terme de pH. Et le pH, vous savez depuis l'année dernière que c'est ce qui permet de classer les solutions en fonction de leur acidité ou de leur basicité. Et en fait, ça les classe en fonction de leur concentration en ion H+. On peut mesurer le pH d'une solution de plusieurs manières. D'abord, au moyen d'une échelle de couleur en présence d'un indicateur coloré. Là, vous avez différentes solutions qui ont différentes valeurs de pH. Vous voyez que en fonction de leur pH, le même indicateur coloré ne va pas donner exactement la même couleur et qu'on pourra déterminer si on est acide ou basique. Ici, vous avez le jus de chou rouge qui contient des anthocyanes. Le jus de chou rouge, il devient très rouge en solution acide et très jaune ou vert en solution basique. Il reste plutôt violet, bleu en solution neutre. On peut utiliser ça, ou alors plus classiquement, du papier pH, qui va changer de couleur en fonction du pH, et ensuite on obtient le pH par comparaison avec l'échelle qu'il y a sur la boîte ici, que vous voyez, de 0 à 14. On peut aussi, si on veut une mesure plus précise, utiliser ce qu'on appelle un pH-mètre. C'est cet instrument-là. Vous avez deux types de pH-mètre. Ici, vous avez un pH-mètre, disons, de mesure classique et rapide. Vous trempez directement une électrode dans la solution et vous avez la valeur de pH qui arrive ici. Ou alors, vous avez carrément un appareil de précision plus grande. Ici, on a un pH-mètre professionnel. Vous voyez qu'on a beaucoup plus de matériel, on a plusieurs électrodes, un système d'agitation, etc. Mais encore une fois, on va lire la valeur de pH directement sur l'écran. Et en réalité, c'est ce qu'on utilise plus tard en sciences quand on veut avoir des mesures de pH qui sont très précises. Alors maintenant, quel est le lien entre le pH et les ions H+ et HO-? Eh bien, en réalité, la concentration de ces ions, c'est la quantité qui va être contenue dans une solution à volume fixe. On va voir que plus la solution est concentrée en ions H+, plus elle va être acide. Et à l'inverse, plus la solution va être concentrée en ions HO-, plus elle va être basique. Donc voilà, acide ou basique, ça ne veut dire rien de plus que concentré en H+, ou concentré en HO-. Et tout ça va être une question d'équilibre entre ces deux ions en solution. C'est ce qui vous est représenté par cette échelle de pH et de concentration en ions H+ et HO-. Si on regarde ici au milieu, vous avez un pH 7, c'est-à-dire ce qu'on appelle les solutions neutres. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que les ions H+ et HO- sont présents dans des concentrations équivalentes, on dit qu'ils sont équilibrés. Puis si on va à gauche, on a des solutions qui sont de plus en plus acides, et vous voyez que, en fait, ici, les ions H+ sont majoritaires par rapport aux ions HO-. Vous avez H+ en rouge et HO- en bleu. Et vous voyez que ici, quand on passe de cette solution-là qui est faiblement acide à cette solution-là qui est fortement acide, la seule chose qui a changé, c'est la concentration en H+. H+ est devenu de plus en plus concentré au fur et à mesure qu'on allait vers des solutions de plus en plus acides. Et puis c'est exactement le même raisonnement avec les ions HO- à droite, vers les solutions basiques. Vous voyez que ici, ça va être l'ion HO-
qui va être majoritaire, et plus on est vers des pH élevés, vers des pH 14, plus l'ion H- ici en bleu va être fortement concentré. Grand 2, quelques transformations chimiques. Les acides et les bases vont générer des réactions chimiques. Alors une première famille de réactions entre les acides et les bases, ça va être quand on va mélanger deux solutions acides et basiques. Quand on mélange une solution acide à une solution basique, elles vont réagir ensemble pour se neutraliser. C'est-à-dire que si j'ai ici un bécher avec une solution acide de pH 1 et de température 20 degrés, que je verse dans un deuxième bécher qui lui correspond à une solution basique, pH égale 13, et température 20 degrés. À ce moment-là, elles vont se neutraliser. Je vais obtenir de l'eau et peut-être quelques ions supplémentaires, mais en tout cas, je vais obtenir de l'eau à pH égale 7. C'est pour ça qu'on dit qu'elle se neutralise. On n'a plus quelque chose qui est soit acide, soit basique. On a quelque chose qui est à pH neutre. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la température a augmenté. Cette réaction dégage de la chaleur et c'est une des sources du danger lié à l'utilisation, à la manipulation d'acides ou de bases. La réaction de cette équation, l'équation de cette réaction, elle peut se simplifier de cette manière. On a l'ion H+, qui va réagir avec l'ion hydroxyde pour donner de l'eau. Vous voyez que c'est exactement la réaction inverse à celle qu'on avait vue au début du cours. H+, plus H- va réagir pour donner de l'eau. On a une deuxième famille de réactions, qui est la réaction entre les acides et les métaux. C'est très simple. Les solutions acides, elles attaquent certains métaux par une réaction chimique. Par exemple, si vous plongez du fer dans de l'acide chlorhydrique, vous allez avoir une réaction chimique, vous allez voir apparaître des petites bulles, et le fer va être attaqué et va se dégrader en ions Fe2+, en ions Fer2 qui vont passer dans le liquide, et le dégagement gazeux qu'on va obtenir, c'est de l'hydrogène pur de formule H2. L'équation chimique de cette réaction, c'est la suivante. Vous avez le fer qui va réagir avec les acides, avec les ions H+, présents dans l'acide, pour donner des ions Fer2, Fe2+, et de l'hydrogène. Vous voyez que ces ions H+, vont se transformer 100% en molécules de dihydrogène, et que l'ion fer va être consommé pour se transformer en ion Fer2. Attention, un danger lié à cette réaction, c'est qu'on a un dégagement d'hydrogène qui est un gaz inflammable. Grand 3, les règles de sécurité au laboratoire. Ce seront des choses très très importantes. Première chose, les acides et les bases sont des solutions corrosives. Elles réagissent chimiquement avec la matière, elles rongent les matériaux, elles rongent notre peau si on s'en verse dessus, elles détériorent les matériaux et puis elles peuvent former des produits de réaction dangereux. Elles sont marquées du pictogramme suivant qui veut dire corrosif et qui reprend bien les deux idées, à savoir je ronge les matériaux et à savoir je ronge la peau, je ronge la matière organique si on me verse dessus. Donc il va falloir faire très attention avec ces solutions. Pour manipuler ces solutions, on va utiliser un équipement de protection adapté et une attitude adaptée. Première chose, il va falloir être calme, concentré et appliqué. Calme, concentré et appliqué. Deuxième point, il va falloir porter une blouse pour protéger ses vêtements. Vous faites tomber une goutte d'acide ou une goutte de base sur vos vêtements, vous aurez un trou sur vos vêtements qui apparaîtra à la prochaine lessive. Irrémédiablement, vous aurez abîmé vos vêtements, donc il faut porter une blouse. Pareil, on veut protéger ses yeux, et donc pour protéger ses yeux, on doit porter des lunettes, c'est impératif. Pour protéger ses mains, on doit porter des gants. Ces 4 points-là sont impératifs au laboratoire à partir du moment où on utilise des solutions acides ou basiques. En cas de contact avec la peau ou des yeux avec ces solutions, pas de panique. La première chose qu'il faut faire, et qu'il va falloir faire longtemps, ça va être se rincer avec beaucoup d'eau si on veut éviter les brûlures. Enfin, il peut arriver qu'on manipule des solutions d'acide concentré qui sont dangereuses, très réactives et très corrosives. Pour diminuer le risque lié à leur utilisation, pour pouvoir les utiliser plus tard, il vaut mieux les diluer. Alors, comment est-ce qu'on dilue une solution d'acide concentré? On utilisera toujours le même protocole. On dilue toujours une solution d'acide en versant la solution d'acide dans de l'eau. On ne fait jamais le contraire. Si on fait le contraire, il y a un risque de projection d'acide par réaction violente de l'eau au moment où on la verse dans l'acide. Donc ce sera toujours l'acide dans l'eau et jamais l'eau dans l'acide. Voilà,
À la prochaine fois.